Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'invitation. Alors, on va parler d'indications. C'est un petit peu compliqué parce que la majorité des études sont encore en cours et on n'a pas forcément de résultats. Et puis, pour les quelques résultats que l'on a, c'est des résultats qui sont parfois un peu discordants, voire déroutants, que je vais vous montrer, ce qui fait qu'on a une situation qui n'est encore pas très, très claire par rapport à cette problématique-là. Alors, ça, ce sont mes liens d'intérêt, notamment avec des firmes qui développent effectivement des anti-11. Alors, je suis désolé, je vais répéter un certain nombre de choses, mais je vais passer quand même relativement vite sur ces histoires-là. La première des questions qui m'était posée, c'était pourquoi cibler le facteur 11 ? Donc, je vais reprendre, en fait, mais très rapidement ce qui a été dit. On a des données épidémiologiques qui montrent qu'effectivement, sur des grosses cohortes, des individus qui ont les taux de facteur 11 les plus bas, on expérimente moins d'événements thrombotiques, notamment de pathologies thromboemboliques veineuses ou d'accidents vasculaires cérébraux, que les individus qui ont les quartiles les plus hauts de facteur 11. On a des données génétiques qui vous ont été rapportées sur des populations qui sont constitutionnellement déficitaires en facteur 11 et qui surtout nous apportent une idée en fait du risque hémorragique chez ces populations-là, qui en fait n'est pas très très élevé quand on les compare à d'autres déficits comme les déficits en facteur 8 ou en facteur 9 que sont les hémophilies, avec notamment des hémorragies spontanées qui sont relativement rares dans ces populations-là, y compris chez des populations qui sont très sévères avec des taux extrêmement bas de facteur 11. Et puis on a des études animales, notamment chez des souris, des lapins, enfin, etc., qui montrent qu'effectivement, lorsque en fait, on bloque le facteur 11, enfin, on empêche la synthèse du facteur 11 dans ces modèles animaux-là, eh bien, on réduit de manière drastique la constitution du thrombus dans ces populations-là. Simplement pour vous montrer, ça, ce sont des données épidémiologiques qui ont comparé en fait des événements thromboemboliques veineux dans des populations d'individus qui avaient plus de 50% de taux de facteur 11 versus moins de 50% de facteur 11. Donc, vous voyez qu'il y a un différentiel en termes d'incidence d'événements thrombotiques qui est très important en fonction du taux de facteur 11 qui est observé dans ces populations-là. Il existe en fait une diminution qui est dose dépendant de l'incidence de ces événements thromboemboliques veineux en fonction du taux de facteur 11 dans ces populations épidémiologiques, on va dire, avec des taux qui sont beaucoup plus élevés lorsqu'on a les taux de facteur 11 les plus élevés. Et puis vous voyez que si on prend cette petite souris et qu'on la rend knock-out pour le facteur 11 et qu'on crée expérimentalement une thrombose chez ces animaux-là, eh bien, vous voyez qu'en fait, l'incidence de thrombose est très très faible et le poids du thrombus est très faible dans cette population-là, on va dire. Donc ça, ce sont toutes les données que l'on a par rapport à la problématique du facteur 11. Et puis, on vous l'a dit aussi, donc je ne vais pas revenir sur cette histoire-là, mais très schématiquement, en fait, un concept d'activation de la coagulation avec une voie qui fait plutôt de l'hémostase physiologique, c'est-à-dire en fait qui va stopper les hémorragies, et une voie qui fait plutôt de la thrombose pathologique, avec effectivement au milieu eh bien, une espèce de voie commune qui fait que si l'on y touche, c'est le cas par exemple du facteur 2 et des antithrombines, du facteur 10 et des anti-DISA, eh bien, on a à la fois une action sur la survenue des thromboses, mais à la fois un impact sur la complication hémorragique. Et en fait, si on dissocie ces deux voies-là, et en fait, c'est un peu le concept de cette approche-là des anti-11, eh bien, l'idée, c'est qu'on en bloqué en fait très haut dans la voie de cette activation de la coagulation. Eh bien, l'idée, c'est de bloquer effectivement la thrombose pathologique, mais en respectant effectivement ce qui conduira au contrôle hémostatique. Et en fait, dans le développement des anti-11, il y a deux concepts qui sont associés. D'une part, c'est de dire, si on bloque la pathologie thrombotique, on devrait pouvoir encore gagner sur la réduction des événements thrombotiques. Et on verra qu'effectivement, ça peut être le cas dans certaines indications qui ont été testées. Et puis l'autre approche qui est de dire, mais si on bloque ici cette histoire-là, à efficacité antithrombotique identique par rapport à ce que l'on connaît à l'heure actuelle, le fait de respecter cette voie-là va nous diminuer en fait le risque hémorragique qui est lié à l'utilisation de ces molécules-là. Et ça, c'est important à comprendre parce que c'est ça qui va expliquer, premièrement, le design de certaines études où
s'intéressant à la pathologie thrombotique, le critère de jugement du médicament, ben, ce ne sera pas la thrombose, mais ce sera la tolérance hémorragique. Et vous verrez qu'on a des résultats par rapport à cette avancée-là. Et puis la deuxième chose, c'est que ça va vous expliquer également que l'on va aller tester certaines populations à haut risque hémorragique, et notamment dedans les insuffisants rénaux et la pathologie cancéreuse, notamment dans le domaine de la pathologie thromboembolique veineuse. Alors, quand on fait du développement médicamenteux sur les anticoagulants, en fait, il y a 3 situations auxquelles on va s'intéresser, qui sont d'une part la thromboprophylaxie post-opératoire, deuxièmement la fibrillation auriculaire et troisièmement la maladie thromboembolique veineuse. Et je vais vous présenter en fait les données que l'on a à disposition dans ces trois indications-là. Alors, le développement des anti-11, je ne vais pas revenir dessus. En gros, il y a 3 grandes séries. Il y a les anticorps, les peptides interférant avec le site actif, que sont notamment la sundexian et le milvexian, qui sont en fait des anti-11 comme on a des anti-10 ou des anti-2, et puis les ARN interférents, sachant qu'effectivement, quand on regarde un petit peu, eh bien, en fait, toutes ces molécules-là ont des modalités d'action par rapport au facteur 11 qui sont un petit peu différentes. Certaines vont aller cibler le site actif du facteur 11, d'autres vont aller bloquer de facteur 11 activé, d'autres vont aller bloquer le facteur 11, d'autres vont bloquer le facteur 11 et sa partie activée, d'autres vont en fait empêcher la transformation du facteur 11 en 11 activé. Donc c'est relativement compliqué cette histoire-là, et c'est ça qui va expliquer peut-être que l'on puisse avoir des effets qui soient différents, en tout cas qui soient molécules qui soient spécifiques de certains types de molécules. Alors, première chose, c'est l'application dans le domaine de la chirurgie orthopédique. Toutes ces molécules-là sont allées tester en fait leur efficacité et leur tolérance hémorragique dans le domaine de la prothèse du genou face à l'enoxaparine. Quand on méta-analyse en fait ces molécules-là, ben, vous voyez qu'on est un peu plus efficace que le Lovenox et que la tolérance hémorragique est meilleure avec ces molécules-là qu'avec l'enoxaparine. Alors, je ne vais pas détailler en fait toutes ces études-là. Je vais simplement prendre une qui est assez intéressante. En fait, c'est la première. Alors, vous voyez que la première, c'est il y a 10 ans. Il y a 10 ans, on a testé les premiers anti-11 dans le domaine de la chirurgie orthopédique. Donc, c'est un antisens dirigé contre le gène du facteur 11. Donc, on bloque l'ARN messager. Donc, on va bloquer la formation de la protéine facteur 11. C'est une molécule en fait qui a été administrée avec des doses différentes qui permettaient d'obtenir des taux circulants de facteur 11 résiduels qui étaient un petit peu différents, et on va voir que ce n'est pas tout à fait anodin. Et puis c'est une molécule qui était administrée en gros 1 mois avant l'intervention chirurgicale, donc c'est de la prothèse de genou. Le comparateur, c'est de l'enoxaparine. On administre en fait le médicament 3 semaines à 1 mois avant l'intervention chirurgicale. Alors, c'est un petit peu pour répondre à la question d'Anne tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va en fait amener les individus lors de l'intervention chirurgicale à des taux qui sont plus ou moins bas de facteur 11. Alors, pour des taux qui sont normaux de 100%, on avait 2 populations, ceux qui avaient moins de 20% de facteur 11 circulant et ceux qui avaient plus de 20% de facteur 11 circulant. Et en fait, on a des résultats qui vont être fonction justement de ce taux de facteur 11 qui a été obtenu, puisque vous voyez que en fait, pour des taux de facteur 11 de plus de 20%, en fait, on ne voit rien. C'est-à-dire que c'est neutre par rapport au comparateur qui était l'enoxaparine. Et vous voyez qu'il faut ici des taux de facteur 11 qui soient très bas, donc des déficits qui ont été définis comme quasiment sévères, pour que l'on puisse effectivement avoir une réduction en fait, des phénomènes thrombotiques dans cette population-là, sachant que pour ces taux de 20%, en post-opératoire d'une prothèse de genou, eh bien, vous voyez qu'en fait, le taux de complications hémorragiques, alors il y en a très peu, voilà, mais le taux de complications hémorragiques n'était pas plus important que dans le bras qui a été traité par l'enoxaparine. Donc il semblerait qu'effectivement, on ait une tolérance hémorragique qui soit assez intéressante et une efficacité antithrombotique qui soit directement liée à l'annulation de l'effet du facteur 11 que l'on peut obtenir avec ces molécules-là. Alors dans l'AFA, vous allez voir que ça commence à devenir un petit peu compliqué cette histoire-là. Les premiers résultats que l'on a eus ont été des résultats de phase 2 qui se sont comparés dans la fibrillation auriculaire à l'apixaban avec, et c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, un critère de jugement qui n'était pas
l'accident vasculaire cérébral ou l'embolie artérielle, mais qui était la tolérance hémorragique. Alors il y a plusieurs doses. Donc c'est l'asundexian. L'asundexian est un petit peptide qui bloque le site actif du 11 activé, un petit peu comme le rivaroxaban ou l'apixaban sur les antidys, c'est un peu le même principe. Et vous voyez que donc plusieurs doses ont été analysées dans cette histoire-là. Et vous voyez que quel que soit en fait le critère que l'on prend, des hémorragies majeures, des hémorragies mineures ou tous, eh bien en fait on observait une réduction effectivement des complications hémorragiques dans ces populations FA sous l'effet de l'anti-11 par rapport à des malades qui étaient traités par un bras comparateur par de l'apixaban. Donc c'était quelque chose qui était assez intéressant et qui a conduit en fait à un essai de phase 3 qui malheureusement, patatras, qui a été arrêté au mois de mars 2024, cette fois-ci pour défaut d'efficacité de l'anti-11 quand on commençait à s'intéresser à la récidive des événements, des accidents vasculaires cérébraux, puisque vous voyez qu'en fait, il y avait en gros 4 fois plus de récidives d'accidents vasculaires cérébraux chez les malades qui étaient traités par l'anti-11 par rapport à l'apixaban. Et vous voyez que ce que l'on observe, on l'observe tout de suite, et les deux courbes s'écartent très très vite. Alors, par contre, si on s'intéresse effectivement aux événements hémorragiques, eh ben, on retrouve effectivement cette diminution de la contrainte hémorragique liée à l'anti-11. Mais c'est tellement, les résultats sont tellement, on va dire, catastrophiques sur le plan d'efficacité que l'essai a été arrêté et probablement qu'on ne verra plus cette molécule-là dans le domaine de la fibrillation. Alors, dans le domaine de la fibrillation. Alors, dans le même temps, on a eu des résultats un petit peu inverses, qu'il va falloir encore détailler. Cette fois-ci avec une autre molécule. Donc, c'était un essai qui s'appelait Azalée. Cette fois-ci, qui va tester un anticorps monoclonal antifacteur 11. Donc là, c'était toujours de la FA. Il y a toujours un bras comparateur qui utilisait un anti-10. Il y a 2 doses en fait qui ont été utilisées avec cette anti-11. Et là encore, en fait, le critère de jugement principal, ce n'était pas l'efficacité en termes de réduction des récidives d'accidents emboliques, mais c'était la tolérance hémorragique. Et en même temps que l'essai de phase 3 de l'autre a été arrêté, et bien celui-ci a également été arrêté, mais cette fois-ci, parce qu'en fait, le gain en termes de complications hémorragiques était tel avec l'anti-11 que le comité de sûreté de l'étude a décidé de stopper l'étude pour des questions éthiques. Vous voyez qu'on avait environ 70% de réduction des événements hémorragiques chez les malades qui étaient traités par l'anti-11 par rapport au rivaroxaban. Par contre, on n'a pas de données sur l'efficacité. C'est-à-dire qu'on est toujours dans un essai de phase 2 qui nous dit « Ok, c'est bien sur le plan hémorragique ». La seule chose que l'on a, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, on voit effectivement... Alors, il y a très très peu d'événements, mais bon, il y a quand même une réduction des événements. Par contre, pour l'instant, on ne voit pas effectivement d'effet ni plus ni moins en termes d'efficacité antithrombotique de cette molécule-là. Alors, il y a des essais qui sont en cours, cette fois-ci en phase 3, pour essayer de voir quelle est effectivement l'efficacité en termes de réduction du risque embolique, parce que si on retrouve effectivement dans la FA la même problématique que l'on a retrouvée tout à l'heure avec la sundaxian, c'est-à-dire une réduction certes du risque hémorragique, mais une inefficacité sur le plan thrombotique, on va être un peu... voilà. Peut-être que les questions que Anne posait ne se poseront plus parce que le problème sera réglé. Alors, pourquoi on n'a pas très bien compris pourquoi effectivement on avait ces discordances, notamment avec la sundaxian, dans notamment l'efficacité. Alors, il y a plusieurs hypothèses qui ont été émises. En fait, on ne sait pas très très bien. La première hypothèse, c'est que, en fait, quand on inhibe, si on prend la dose de 50 mg et qu'on inhibe en fait le facteur 11 activé par la sundaxian, vous voyez que ce soit à la Cmax en bleu ou à la Cmin, non c'est l'inverse, à la Cmax en vert ou à la Cmin en bleu, on n'inhibe pas complètement le facteur 11. Alors on a des taux résiduels qui sont quand même relativement bas, 6%, 8%, mais on n'a pas d'élimination. D'élimination complète. Quand on utilise par exemple un anticorps monoclonal comme l'abelacimab à 150 mg, vous voyez qu'on a quasiment plus de facteur 11 circulant. Et peut-être qu'effectivement il y a un effet moléculaire, peut-être un effet dose qui va expliquer effectivement les différences que l'on va pouvoir observer. Puis la deuxième chose, ça c'est un travail très récent qui a été publié il y a cette semaine ou il y a 15 jours, qui montre qu'effectivement quand on prend 2 molécules anti-11,
Si on s'intéresse à des tests de génération de thrombine, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous prenez ici l'apixaban, vous avez, en l'absence d'apixaban, vous avez de la thrombine qui est générée, puis plus vous montez les doses, moins vous avez de thrombine. Quand vous prenez celui-ci, c'est pareil, hein, plus vous montez les doses, moins vous avez de thrombine, et puis pour l'asundexian, c'est quelque chose qui n'a pas été vu dans cette histoire-là. Donc il y a peut-être, quand on prend deux molécules anti-11, que sont l'asundexian et le milvexian, il y a peut-être effectivement un effet moléculaire qui fait que l'une a peut-être une efficacité et l'autre a moins d'efficacité. Mais ça, pour l'instant, on n'en sait rien, puisque par exemple, le milvexian, on n'a pas de données sur notamment dans la FA sur l'efficacité. Alors, il y a tout un tas de développements qui sont encore en cours. Je vous montrerai juste cette histoire-là très rapidement. En fait, il y a une évaluation des anti-11 sous la forme d'anticorps monoclonaux qui est l'abelacimab dans la maladie thromboembolique veineuse associée au cancer. Et je vais vous montrer tout à l'heure pourquoi cette histoire-là. Alors ça, c'est tout ce qui est en cours. Alors il y en a dans la fibrillation atriale, il y en a ici dans la dialyse. Il y a des études qui sont faites dans l'accident vasculaire cérébral non cardio-embolique. Donc dedans, vous avez de l'athérosclérose, vous avez tout un tas de trucs comme ça. Et puis vous en avez encore, par exemple, pour l'abelacimab, dans la fibrillation atriale. Dans la maladie thromboembolique veineuse, les études sont en cours, elles sont relativement réduites et elles s'intéressent à une population très particulière qui est la population cancéreuse. Et notamment cette étude-là, qui va s'intéresser aux tumeurs gastro-intestinales ou génito-urinaires, tout simplement parce que ce sont les tumeurs cancéreuses qui sont les plus à risque hémorragique. Et donc l'idée, c'est d'aller dans ces populations-là pour voir quelle est l'efficacité que l'on peut avoir en termes de réduction de la récidive d'événements thrombotiques, mais surtout en termes de tolérance hémorragique, parce que c'est dans ces populations-là, dans la maladie thromboembolique veineuse, qu'on est le plus gêné. Alors où est-ce qu'on en est à l'heure actuelle ? Ils ont tous pris le départ, ça c'est sûr. Pour l'instant, il y en a qui sont à la rue, ici, voire même qui ont pris des gamelles. Il y en a qui sont probablement à la corde, mais ça, on n'a encore pas toutes les données, parce qu'on n'a pas toutes les études de phase 3 dans cette affaire-là. Alors, en prévention PTG, oui, mais bon, si ça doit se limiter à ça, ça va être vite vu, ça sera non. Dans la fibrillation atriale, c'est pourquoi pas, mais il va probablement falloir d'abord qu'on ait beaucoup plus de données en fonction des molécules, et puis il y aura probablement ceux qui vont tirer leur épingle du jeu, et puis ceux qui ne le tireront pas. Et puis dans la maladie thromboembolique, peut-être, mais pour l'instant, on n'a pas de données dans cette histoire-là. Donc voilà, je vous remercie. Merci Gilles. Est-ce que vous avez des questions ? De toute manière, les données sont un peu pauvres. Hein. Oui, dans le cancer, tu es un peu tiède, je trouve. Non, si j'avais un pari à faire dans ces molécules-là, il serait plutôt dans la maladie thromboembolique veineuse. L'histoire du cancer est une histoire qui est assez intéressante. On va quand même avoir une difficulté, c'est que l'étude qui s'est intéressée aux tumeurs gastro-intestinales et génito-urinaires a été stoppée pour défaut d'inclusion. Donc, je ne sais pas ce qu'il en tirera, mais on risque d'avoir des résultats qui sont un peu tronqués, qui seront un peu tronqués par cette problématique-là. Alors, l'autre est toujours en cours. Donc, pour l'instant, elle n'a pas été arrêtée. Donc, on peut penser que le cumul des récidives et des épisodes hémorragiques est acceptable, en tout cas par le comité de surveillance. Voilà, il faudra attendre. Merci beaucoup. Merci Gilles. Merci.